Bonjour à tous, une nouvelle vidéo mise en ligne aujourd'hui consacrée à la suppression de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics. Une vidéo réalisée par Pierre Brulois et Méline Dumont dans le cadre du Master de Finance et Fiscalité publique. Je tiens en particulier à remercier les différents intervenants interviewés par Méline et Pierre et dans l'ordre d'apparition, messieurs Alaphilippe, Barichard, Van Herzel, Dogan, Gaulier-Camus, Lionel Le Gall et enfin le procureur général Louis Gauthier. Bonjour à toutes et à tous, Pierre Bonjour. et moi-même sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui dans un tout nouvel épisode de notre émission Des finances et des lettres. Il s'agira d'un épisode exclusivement consacré à la suppression de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public. Pierre, qu'en sera-t-il du sommaire ? Nous commencerons par une présentation des régimes de la RPP et de la responsabilité financière des gestionnaires publics, avec les cas d'engagement de la responsabilité du comptable, et notamment revenant sur les moyens qu'il avait de se protéger via l'assurance et le cautionnement, ainsi que les particularités que connaissait la RPP, principalement avec la remise gracieuse. Ensuite, nous reviendrons sur l'évolution du régime de la responsabilité du comptable suite à la réforme de 2011 et à l'évolution de la logique guidant la responsabilité du comptable public, avec le passage d'un système civiliste à un système répressif, ou encore avec l'évolution que devrait connaître la DGFiP suite à la réforme du 23 mars 2022. Enfin, puisqu'il existe des avis divergents sur cette réforme, nous conclurons sur un échange autour des limites que pourrait connaître la RFGT. Et afin de mieux comprendre les conséquences qui résultent de la suppression de la RPP, de l'instauration de la RFGP, tout en accordant une attention particulière aux comptables publics, nous avons recueilli l'avis de plusieurs experts et praticiens du droit public financier. Nous tenons donc à remercier pour leur participation Monsieur Louis Gauthier, Monsieur Serge Barichard, Monsieur Pierre Van Herzel, Monsieur Talib Dogan, Monsieur Laurent Alaphilippe et enfin Monsieur Florent Gaulier-Camus. Dans un contexte de modernisation des juridictions financières accrues depuis 2020 et suite à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 23 mars 2022, le régime de responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, également dénommé RPP, a été remplacé par un régime unifié de responsabilité des gestionnaires publics, la RFGP. Ainsi, depuis le 1er janvier 2023, le champ des justiciables s'est considérablement élargi puisque la RFGP couvre désormais l'intégralité des gestionnaires publics, tels que les comptables, les ordonnateurs, avec toutefois certaines exceptions au sujet des ministres et des élus locaux. En d'autres termes, les gestionnaires publics, commettant une quelconque infraction, qu'elle soit budgétaire et ou comptable, qu'il s'agisse par exemple de l'octroi d'un avantage à autrui ou à soi-même, d'une faute grave de gestion d'une faute grave ayant causé un préjudice financier significatif, ces derniers verront leur responsabilité engagée devant la chambre du contentieux de la Cour des comptes, intervenant désormais en première instance. Il est donc primaire de saisir que cette réforme a entraîné d'importants changements dans la structure de l'activité contentieuse des juridictions financières, à savoir la suppression de la Cour de discipline budgétaire et financière, la CDBF, une institution créée en 1948 pour sanctionner les ordonnateurs, la création d'une cour d'appel financière, la perte des compétences juridictionnelles pour les chambres régionales et territoriales des comptes, les CRTC, ou encore la concentration de l'activité contentieuse par des magistrats de la Cour et des CRC dans une unique chambre et donc par un seul juge. Il est impératif de connaître les raisons pour lesquelles ce régime civiliste ancien fondé sur la réparation, la RPP, ne fonctionnait plus et ne pouvait donc pas fonder ce nouveau régime répressif basé sur la sanction. Avant cela, je vous propose de revenir aux fondamentaux avec un point sur les débuts de la RPP, du comptable public et ses différentes évolutions. Si la Cour des comptes est une création napoléonienne qui a été créée en 1807 pour juger les comptes des comptables publics, ce n'est que sous la période de la Restauration qu'un véritable droit de la comptabilité publique a été mis en place. Depuis, au fil des siècles qui se sont succédés,
le droit de la comptabilité publique a évolué, tout comme le rôle et le statut du comptable public. Cependant, les règles entourant l'exécution budgétaire et la comptabilité publique ont connu des vagues successives d'évolution à travers les siècles et au fil des textes, de l'ordonnance du marquis d'Audifray de mai 1838 en passant par le décret portant règlement général de la comptabilité publique, le RGCP de 1962, jusqu'à son successeur, le décret sur la gestion budgétaire et comptable publique, le GBCP, du 7 novembre 2012. L'adoption de ce décret s'est réalisée de manière tardive, dans un contexte de refonte dessiné par l'influence de la LOLF. Il a notamment permis de fixer les principes fondamentaux de la comptabilité publique et a rappelé, en son article 9, que les fonctions d'ordonnateur et de comptable public étaient incompatibles. Cette séparation est le fruit d'une organisation assez rationnelle des finances publiques. Elle peut également être considérée comme organique au regard du caractère exclusif des missions appartenant aux ordonnateurs et aux comptables. En effet, l'ordonnateur est plutôt considéré comme un acteur politique. Il peut s'agir d'un maire, d'un ministre ou encore d'un président de conseil départemental ou alors d'université, ou un fonctionnaire, comme un chef d'établissement. L'ordonnateur, c'est celui qui ordonne le paiement des dépenses et le recouvrement des recettes. Les ordonnateurs principaux détiennent la possibilité pour l'État d'exercer leurs compétences avec des ordonnateurs dits secondaires. Il peut s'agir des préfets. Et le niveau local est différent du niveau étatique, puisque les élus, tel est le cas pour les adjoints ou les fonctionnaires, comme pour un DGS, peuvent par délégation assurer certaines fonctions d'un ordonnateur, sans pour autant avoir la qualité d'ordonnateur secondaire. Pour en revenir au comptable public, le décret GBCP en a donné une définition par un critère fonctionnel, et cet acteur de la gestion publique exerce des missions de contrôle de la régularité et d'exécution des opérations de paiement des dépenses et de recouvrement des recettes publiques. Autrement dit, le comptable public, c'est celui qui détient la charge exclusive de manier les fonds et de tenir les comptes. Traditionnellement, dans le système financier public, le comptable détient le rôle de contrôleur de la régularité des opérations financières publiques et de régulation du système financier public. De ce fait, le comptable public est donc un personnage clé, essentiel, puisqu'il réalise aussi la jonction entre les différents contrôles internes, externes, mais également administratifs et juridictionnels. S'agissant de leur responsabilité, l'article 60 de la loi de finances de 1963 avait fixé les conditions selon lesquelles les comptables publics étaient personnellement et pécuniairement responsables des actes et des contrôles qui leur incombaient, et cela, dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeur a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée ou qu'une dépense a été irrégulièrement payée et à titre accessoire lorsqu'un tiers avait dû produire des comptes à la place du comptable public. Sous le régime de la RPP, le juge financier était chargé de contrôler les comptes du comptable public. Contrôler ne signifie pas automatiquement trouver un manquement. Dès lors, en l'absence de toute irrégularité dans la comptabilité, c'est-à-dire lorsque le juge retient que les comptes sont exacts et réguliers, le comptable se voyait octroyer une ordonnance de décharge s'il était encore en fonction, ou une ordonnance de quitus s'il avait quitté ses fonctions. Cette ordonnance lui permettait d'obtenir la levée des garanties constituées lors de sa prise de poste. A l'inverse, si une irrégularité était détectée, le juge financier condamnait le comptable public à une mise en débet, c'est-à-dire au remboursement de la somme manquante dans les comptes. De plus, la responsabilité du comptable public pouvait également se trouver engagée en cas de dépenses non autorisées, de recettes non recouvrées, d'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers, ou encore en cas d'absence de fonds, de valeur ou de matière. Si le maniement de l'argent public revient au comptable public, il convient de préciser que le champ des justiciables de la RPP ne se limitait pas au comptable public principal, mais bien au comptable. En effet, il existe 3 réseaux comptables distincts.
celui de la DGFiP, celui de la DGDDI et enfin celui concernant les comptables des établissements publics locaux relevant de l'enseignement. Dans ces réseaux, une distinction est également opérée entre les comptables principaux, les comptables assignataires et les comptables secondaires. Le comptable principal était tenu de rendre directement des comptes au juge financier et était chargé de centraliser les opérations du comptable secondaire. Quant à lui, le comptable secondaire avait seule compétence pour exécuter les opérations comptables sur accréditement de leur donateur. Par ailleurs, en ce qui concerne les comptables publics secondaires, il convient de préciser que l'office du juge des comptes avait été étendu justement par le juge de cassation qui lui avait accordé la possibilité de remettre en cause l'injusticiabilité de certains de ces comptables. Avec la mise en place de la RFGP, on peut donc se demander si les comptables publics assignataires seront toujours justiciables devant la Cour des comptes. En ce qui concerne les opérations d'encaissement ou les opérations de paiement, le comptable public confiait directement ses missions aux régisseurs d'avance et aux régisseurs de recettes, et ces régies représentaient une sorte d'aménagement au principe de séparation des ordonnateurs et des comptables. Et encore là également, on peut se demander si le régisseur finalement pourra voir sa responsabilité engagée avec la mise en place du nouveau régime. En tant que garant de la probité, le comptable public devait jurer d'une part de s'acquitter de ses fonctions avec fidélité et probité, et d'autre part de respecter les lois et règlements assurant l'inviolabilité ainsi que le bon emploi des fonds publics en prêtant serment devant la Cour des comptes, la CRC ou la CTC. Toutefois, avec la RFGP, le comptable public ne prêtera désormais plus serment devant une juridiction financière, mais devant l'autorité administrative compétente. Est-ce que, voilà, votre réflexion, elle est très juste parce que moi, pour moi, c'est un symbole fort qui est tombé, la fin de la prestation de serment. Et je regrette un petit peu. Même si le juge des comptes n'était plus le juge des comptes des comptables, mais je pense que ça aurait été bien qu'on maintienne cette prestation de serment devant l'autorité juridictionnelle, devant le juge financier, parce que l'objectif, bien évidemment, c'est pas qu'on tombe dans une forme de banalisation des fonctions de comptable public, même si elles vont s'exercer un peu différemment. Attention, il faut rester bien clair là-dessus. Les missions restent les mêmes. Voilà, on est d'accord. On va pas avoir aujourd'hui des comptables publics au rabais avec sans aucune prérogative, qui seront juste là pour payer et encaisser l'argent et produire des comptes. Le comptable public, les missions du comptable public restent des missions pour moi très importantes, parce qu'on est gardien de la régularité. Des dépenses et des de la gestion, on est gardien de la régularité et de la bonne gestion aussi des fonds publics. Parce que au-delà du simple contrôle de la régularité formelle, et ça on y reviendra peut-être, je pense que le comptable public, moi j'attache beaucoup d'importance à la mission de conseil du comptable public. Et cette mission de conseil, bien évidemment, il faut la faire vivre, mais c'est l'occasion quand même pour le comptable d'inciter l'ordonnateur à améliorer ses process internes. Oui, alors je ne sais pas si on peut vraiment se prononcer en termes de gagnant ou de perdant. Mais ce qui est sûr, c'est que la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables, c'est un système qui avait fait son temps. Il a été utile. Il faut pas non plus
le nier. Il a eu toute son utilité pour, je dirais, asseoir la fonction juridictionnelle de la Cour des comptes et aussi pour asseoir tous les fondements du contrôle de la régularité et de la dépense. Ce qu'il y a, c'est que dans beaucoup de cas, cette régularité, enfin ce contrôle de la régularité était quand même formel. Et puis, je dirais que les modalités de ce contrôle ne correspondaient plus aux enjeux d'une gestion publique moderne. Alors, ceci dit, c'est vrai que dans le système de la RPP, en fait, toute la responsabilité de la chaîne financière reposait in fine sur le comptable. C'était aussi l'intérêt de la chose, puisque le comptable était le verrou, je dirais, de contrôle pour toutes les dépenses, le contrôle de toutes les dépenses et des recettes. Et ce faisant, c'est vrai qu'il était régulièrement soit mis en DB, soit il se voyait infliger des sommes non rémissibles pour des manquements à ses obligations de contrôle, mais qui trouvaient leur origine dans des manquements de l'ordonnateur et de ses services. Donc, quelque part, la réforme a introduit un rééquilibrage des responsabilités, puisqu'elles doivent être en fait examinées maintenant, je dirais, pour chaque acteur et proportionnellement à la responsabilité dans les fautes. Et de ce point de vue, on peut dire quand même qu'il y a gagné. Mais, bien évidemment, dans le nouveau système de responsabilité financière des gestionnaires publics, le comptable public est un des acteurs dont la responsabilité est appréciée dans la chaîne de responsabilité. Donc là, je dirais que finalement, ceux qui gagnent, ce sont les bons comptables qui peuvent toujours effectivement commettre des manquements formels et pour lesquels donc ils étaient sanctionnés. Par contre, les comptables qui commettent des fautes graves dans leurs obligations principales, qui peuvent déboucher sur des infractions dans le cas du nouveau régime, seront bien évidemment poursuivis. Dire qu'ils en sortent gagnants, il est certain qu'ils ont obtenu, à supposer qu'ils l'aient demandé, enfin, la disparition du jugement des comptes et de leur responsabilité personnelle et pécuniaire. Pour autant, seul l'avenir nous dira si, dans le cadre du nouveau régime, ils seront eux-mêmes parfois attraits devant j'allais dire le nouveau juge, devant la Cour des comptes, puisque eux aussi sont des gestionnaires publics. Et la définition des différentes infractions, telle qu'elle a été faite par l'ordonnance de 2022, n'exclut pas du tout qu'un comptable public puisse être déclaré responsable devant la Cour des comptes. Donc pour des différents types d'agissements, on ne parlera plus de manquements comme dans l'ancien régime, d'agissements qui seraient considérés comme fautifs selon la liste des infractions qui a été établie. On peut imaginer, mais ce sont que des exemples, hein. Je ne suis en train de préjuger de rien, que des manquements réitérés importants en matière, par exemple, de recouvrement de créances, en matière de production de comptes, enfin voilà, ce ne sont que des exemples, mais pourraient très bien s'appliquer aux comptables publics. Après tout, une infraction aux règles de gestion publique, ça concerne évidemment les comptables publics, qui sont au premier rang des gestionnaires publics. L'évolution la plus marquante du passage à la responsabilité financière des gestionnaires publics, c'est qu'ils ne sont plus tout seuls, et que jusqu'alors, et en ce sens on peut dire qu'ils sont gagnants, ils étaient présumés responsables de toute irrégularité, y compris quand celle-ci était imputable au premier chef, à l'ordonnateur ou à ses services. Maintenant, on pourra demander la Cour des comptes à juridiction, ce qu'elle n'avait pas jusqu'à présent sur les ordonnateurs et sur tous les agents de leur service. C'est là où il y a un grand changement. Mais sinon, parler de gagnants, c'est vraiment prématuré de le dire aujourd'hui. Mais c'est clair, c'est qu'ils ne sont plus les seuls gestionnaires publics susceptibles de se voir jugés, voire sanctionnés. La distinction comptable public principal et comptable public secondaire va, je pense, impacter l'office du juge financier. Le juge financier pourra par exemple tenir compte du comportement du comptable public principal pour en tirer des circonstances atténuantes pour le comptable public secondaire, comme la Cour de discipline budgétaire et financière a pu le faire par exemple sur la carence de l'autorité de tutelle
il a pu en déduire une circonstance atténuante pour le directeur d'un établissement public. Et là, on peut avoir le même raisonnement par le juge financier. À l'inverse, on peut aussi imaginer le cas où l'attitude du comptable public secondaire peut constituer une circonstance atténuante pour le comptable public principal, notamment pour des comportements qui étaient cachés dissimulés de son contrôle. Alors là, c'est une question intéressante parce que justement le propre de ce nouveau régime va être d'apprécier, dans le cadre d'un système répressif, la responsabilité de chacun. Et la responsabilité, je dirais, concrète, in concreto. Donc ça va être appréhendé assez différemment de l'approche qu'on avait à travers la RPP, qui est une analyse, je dirais, juridique du rôle de chaque comptable. Là, concrètement, au cas par cas, la responsabilité de chacun va pouvoir être appréciée de ce point de vue. Effectivement, là, c'est un changement, je dirais, dans la philosophie d'approche de cette question. A priori, je ne pense pas, puisque dans le nouveau régime, ce qu'on recherche, c'est un responsable, j'allais dire au sens quasiment pénal, enfin au sens pénal du terme, c'est une personne. Y compris même une personne qui ne serait pas fonctionnaire. Le texte le prévoit, une personne qui a exercé de fait les compétences, que ce soit d'un comptable, d'un ordonnateur ou d'un gestionnaire public, peut se voir infliger les mêmes sanctions. Donc, a priori, pour moi, il n'y a pas de différence, j'allais dire, de fonction, de grade et tout ça. Tout dépend de la responsabilité qu'ont les personnes poursuivies et éventuellement sanctionnées dans un processus, dans des actes qui soient des actes juridiques, des actes matériels. Donc non, je ne crois pas que cette distinction-là soit a priori déterminante dans la fonction du juge financier. La mise en DB présentait un certain nombre de limites, et notamment celle de la remise gracieuse. Ainsi, on peut dire que la théorie du ministre-juge subsistait au sein de la comptabilité publique. Selon Madame la professeure Stéphanie Damaret, avant la réforme de 2011, l'usage de ce pouvoir de remise gracieuse, déjà contestable en théorie dans un état de droit, l'était d'autant plus en pratique, alors qu'il a pu être établi que 99% des décisions rendues par le juge des comptes pouvaient ainsi disparaître de par la seule volonté de ce ministre. Par conséquent, un constat se pose ici. Le système des DB n'était pas viable. Entre la part des DB effectivement payés, qui est de 17%, ce qui conduit le professeur Xavier Badin à pointer que le montant des DB en 2018 représentait 0,09% du budget des juridictions financières, ce système était trop fragile pour permettre une bonne gestion des deniers publics. De plus, le caractère personnel de la responsabilité qui pesait sur le comptable public ne signifiait pas que le juge pouvait tenir compte de la personne du comptable ou de son comportement dans le cadre de son contrôle juridictionnel. Ainsi, si le comptable était protégé face à son éventuelle faute personnelle, il ne pouvait pas non plus se prévaloir de sa bonne foi. Cependant, le comptable pouvait faire reconnaître la volonté de l'ordonnateur. En effet, si ce dernier procédait à une réquisition, la responsabilité était alors transférée et le comptable était exonéré. Hormis s'il avait l'obligation de refuser, malgré la perquisition, d'acquitter la dépense. Le comptable public pouvait également se décharger de sa responsabilité en cas de recette irrécouvable, c'est-à-dire que, indépendamment de son office, le comptable n'était pas en mesure de recouvrer une recette. Toutefois, le juge des comptes n'était pas tenu par l'admission en non-valeur résultant d'une recette irrécouvable et pouvait quand même engager la responsabilité du comptable public. La RPP a évolué en 2006 et a permis au comptable public d'invoquer les circonstances de force majeure. En effet, auparavant, celle-ci permettait au comptable public de demander au ministre une remise gracieuse. La Cour des comptes a retenu une interprétation classique de la force majeure, contrôlant l'extériorité, l'imprévisibilité et l'irrésistibilité des faits invoqués. Il est de notre responsabilité
avec diplomatie. Attention, la diplomatie est très importante, de les rappeler un peu à l'ordre sur leur pratique de gestion. Mais là, ça va se matérialiser encore plus, si je puis dire, dans ce rôle de conseil. Parce qu'aujourd'hui, je le disais à votre camarade là en début d'audio, on est dans la même barque aujourd'hui, l'ordonnateur et le comptable. On peut pas dire voilà, l'ordonnateur, le comptable est devant, il ouvre la piste, moi je suis loin derrière en tant qu'ordonnateur et j'attends qu'il ouvre la piste pour pouvoir avancer en toute sécurité. Non, non. Aujourd'hui, on est dans le même bateau et on a tout intérêt à ramer, si vous me permettez l'expression, dans le même sens, à pagayer dans le même sens. Sinon, le bateau, il va tourner sur lui-même. Enfin, excusez-moi, j'aime bien cette image un peu maritime, fluviale, mais voilà, on a tout intérêt à aller dans le même sens. Et le comptable, et c'est là que la mission de conseil doit prendre toute son importance. Et moi, je le vois avec mon ordonnateur. Mon ordonnateur au Louvre, il attend de moi que j'appelle son attention vraiment sur des choses que je détecterai, des pratiques qui nécessitent d'être sécurisées, améliorées. J'ai un entretien d'évaluation avec l'ordonnateur. L'ordonnateur rend un avis sur ma manière de servir. Et dans cet entretien d'évaluation, qui est annuel, d'une année sur l'autre, j'ai des objectifs qui sont fixés. Voilà, maintenir un haut niveau de qualité comptable. Nous, on est certifié au Louvre, donc l'objectif, c'est de maintenir une certification sans réserve, d'accompagner l'ordonnateur dans la réingénierie de ses processus de gestion, etc., etc. Après, voilà. Si l'ordonnateur juge que je n'ai pas été à la hauteur, maintenant, comment la DGFiP activera une responsabilité managériale? Peut-être que à l'issue de ma mission de comptable public du Louvre, on me fera comprendre que si les résultats n'ont pas été bons, d'aller voir ailleurs. Je ne sais pas. J'ose l'espérer, oui, parce que on a des bons et des mauvais ordonnateurs. Alors, je dis pas, il y a des bons et des mauvais comptables. Ça, je vous l'assure. Il y a des bons et des mauvais comptables, mais il y a également des bons et des mauvais ordonnateurs. Et vous avez des établissements ou des collectivités, on va dire des entités publiques, où vous avez ce que l'on appelle entre guillemets des ordonnateurs à risque, qui ont des pratiques de gestion parfois borderline, si vous me permettez l'expression, et qui nécessitent de la part du comptable public des rappels à l'ordre réguliers. Alors, avec ce nouveau régime de responsabilité, normalement, si l'ordonnateur fait mal son boulot, il sera mis en cause. Alors qu'avant, c'était le comptable public qui lui servait de paratonnerre. Donc, effectivement, pour vous résumer de manière très triviale les choses, quand on est comptable public, on dort pas toujours bien sur ses deux oreilles. On se fait parfois des cheveux blancs parce que, alors, sous l'ancien régime, maintenant, j'attends de voir avec le nouveau régime, mais parce que on avait des ordonnateurs. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des ordonnateurs qui avaient des pratiques à risque. Un premier projet de réforme des juridictions financières a été porté en 2009, à l'époque, par le premier président de la Cour, M. Philippe Séguin. Schématiquement, ce projet visait deux choses. D'une part, revoir la manière avec laquelle le juge jugeait les comptes des comptables publics, et d'autre part, mettre en place un régime de responsabilité commun au niveau des gestionnaires publics. Autrement dit, la Cour avait souhaité se départir de son juge de cassation, donc le Conseil d'État, afin de se retrouver au premier niveau de l'échelle du contentieux. Toutefois, même si ce projet de réforme a été avorté, le schéma contentieux a connu d'autres modifications, et plus précisément en 2011. Puisqu'en effet, le texte a fixé des limites à l'exercice du pouvoir de remise gracieuse par le ministre,
Mais surtout, le cœur de cette réforme résidait en l'émanation de la notion de préjudice financier, visant à sanctionner non plus uniquement de façon purement mathématique la faute imputable au comportement du comptable public, mais également la création d'une amende prononcée par le juge financier en l'absence de préjudice financier, la somme dite non rémissible, c'est-à-dire une somme égale au maximum à 1,5 millième du cautionnement attendu pour le poste comptable. Il s'agissait également d'une somme modulable en fonction de la prise en compte des circonstances de l'espèce. Autrement dit, ce système de DB s'est vu doublé d'un système qui permettait au juge des comptes de condamner le comptable qui, bien que présentant des comptes équilibrés, avait commis une faute dans sa mission de contrôle. Et l'office du juge des comptes s'est donc d'une certaine manière subjectivisé, car c'est la faute reprochée au comptable qui était appréciée. Et dans ce cas, le comptable public se voyait condamné au paiement d'une somme irrémissible, puisqu'elle ne pouvait pas faire l'objet d'une remise gracieuse par le ministre. Et pour cette amende, le juge a utilisé la notion de catégorie. Autrement dit, le juge a considéré que le cumul des sommes était impossible, si la même erreur était constatée à plusieurs reprises. Le Conseil d'État est intervenu pour harmoniser la jurisprudence de la Cour, et à cet égard, le juge de cassation est intervenu en 2014 sur le préjudice financier, devant être apprécié par le juge financier au moment où ce dernier intervient. Afin d'identifier ce préjudice, la jurisprudence, après avoir hésité sur certains éléments comme sur la date d'établissement du préjudice financier ou encore sur la possibilité pour le comptable de justifier a posteriori la régularité de la dépense, a mis en place justement des théorèmes financiers. La réforme de 2022 a modifié le schéma juridictionnel du contentieux financier. Même si le Conseil d'État demeure juge de cassation et que la Cour des comptes reste compétente en première instance, les CRTC perdent quant à elles leurs compétences juridictionnelles, n'exerçant plus que des missions non contentieuses. Désormais, la Cour des comptes abrite une chambre du contentieux, compétente en premier ressort. Cette chambre se distingue par sa composition, puisqu'elle regroupe à la fois des magistrats de la Cour des comptes et des magistrats des CRC. En appel, une Cour d'appel financière, la CAF, a été mise en place. Sa composition rappelle la prégnance de l'opposition entre Conseil d'État et Cour des comptes, qui n'est plus à démontrer, comme en témoigne le faible nombre de condamnations pour gestion de faits, et le taux de cassation des arrêts rendus par la Cour des comptes. La réforme a prévu une composition mixte de la Cour d'appel financière, plaçant à égalité des membres issus du Conseil d'État et de la Cour des comptes, puisque chaque juridiction nommera 4 membres et 4 suppléants. De plus, la composition de la Cour d'appel financière rappelle celle de la CDBF, la Cour de discipline budgétaire et financière, qui était compétente pour juger les ordonnateurs jusqu'au 31 décembre 2022, puisque l'on y retrouve également des personnalités qualifiées, au nombre de 2, et il y aura également 2 suppléants. Alors en matière de RPP, cette notion de théorème financier, entre guillemets, que vous utilisez, c'est surtout développé sur le préjudice financier à l'issue de la réforme de 2011, puisqu'il s'est agi de distinguer ce qui relevait en fait de manquement sans préjudice de ce qui relevait d'une mise en DB, donc dans la mesure où il y avait manquement avec préjudice. Et alors, je sais pas, parce qu'un théorème, en fait, son principal avantage, son objet, c'est d'approcher de manière synthétique une question. Là, j'ai plutôt l'impression qu'à partir de 2011, petit à petit, on a construit une forme de cathédrale baroque qui était assez complexe, et le Conseil d'État l'a construite progressivement, ce qui est son rôle, mais notamment en distinguant les cas dans lesquels il y avait toujours préjudice financier, les cas dans lesquels il n'y avait jamais préjudice financier, et puis enfin, je dirais ce qui était le principal, c'est cette zone grise où il pouvait y avoir préjudice financier si tel ou tel cas était rempli, les conditions étaient remplies. Là, en tout cas, dans l'optique du parquet, nous ne souhaitons pas rigidifier les choses ou justement les définir à travers ce qui pourrait être des théorèmes financiers. Ce qu'on cherche, nous, a priori, c'est avoir une approche pragmatique
est assez ouverte parce que cette notion de préjudice, d'abord, il faut avoir en tête qu'elle ne concerne que 2 infractions sur les 10. Hein. C'est vrai qu'on focalise souvent sur les préjudices financiers significatifs, mais alors certes, c'est 2 infractions importantes, mais ce n'est que 2 sur 10. Ensuite, il va s'agir d'apprécier justement ce caractère significatif, mais de définir les talons de mesure, c'est le service, le budget, etc. Donc vraiment une approche, je dirais plus, qui relève plus de la casuistique, c'est-à-dire l'étude des cas d'espèce, que d'une approche, entre guillemets, idéologique. Et puis, pour nous n'avons pas non plus l'intention d'approcher les cas d'espèces à travers des seuils de signification ou de significativité que nous aurions définis à l'avance. Ça, peut-être que le juge financier, à travers sa jurisprudence, petit à petit le construira, mais c'est pas l'optique du parquet général. Nous, dans notre approche, on s'interdit pas d'ailleurs même d'aller sur des montants absolus qui pourraient ne pas être considérés comme significatifs au regard de la totalité d'un budget, mais qui en soi nous semblent déjà significatifs. Donc après, le juge disposera, mais nous avons l'intention de développer, a priori en tout cas, cette approche que je qualifierais de pragmatique. Sujet là encore sensible, celui de la déjuridictionnalisation des chambres régionales et territoriales des comptes. Les chambres régionales perdent effectivement la faculté de rendre en leur sein et en leur propre nom des jugements. Donc on peut comprendre que certains parlent de déjuridictionnalisation des chambres régionales. 3 séries d'observations, cependant, pour essayer de nuancer un petit peu ce constat, et la dernière série fera office un petit peu d'ouverture. Première chose, il n'aura échappé à personne que la chambre du contentieux de la Cour des comptes réunit à parité des magistrats de la Cour des comptes et des magistrats des chambres régionales. C'est l'article R 112-24 du Code des juridictions financières. Donc les chambres régionales, ou en tout cas les magistrats des chambres régionales, ne perdent pas leur fonction juridictionnelle. Bien au contraire, ils constituent des pièces incontournables du nouveau système. Deuxième chose, l'avenir de l'activité contentieuse de la Cour des comptes dépend mécaniquement du nombre de dossiers déférés au ministère public près la Cour. Et quand on lit le dernier rapport d'activité de la CDBF pour l'année 2022, on s'aperçoit que sur les 16 déférés enregistrés en 2022, 9 d'entre eux, soit plus de la moitié, proviennent des chambres régionales. Les chambres régionales ont donc un rôle majeur à jouer dans l'entier processus du contrôle juridictionnel. Dernière chose, pour ouvrir un petit peu le débat, le 21 février 2023, le Conseil constitutionnel a tenu sa 8e audience publique QPC hors ses murs, en l'occurrence à la Cour d'appel de Bordeaux. Ces audiences foraines pourraient, pourquoi pas, inspirer la Cour des comptes, et on peut imaginer, dans le cadre d'une affaire qui concernerait un organisme public basque ou une collectivité landaise, une audience publique à la Chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux. Et donc, en leur sein, les chambres régionales et territoriales des comptes pourraient, par ces audiences foraines, accueillir de nouveau une activité juridictionnelle. Chambre du contentieux ou chambre de discipline budgétaire et financière. Il est vrai que, juridiquement, un nom, une dénomination n'a pas d'importance, l'essentiel étant le rôle attribué à l'institution, qu'elle soit nommée ou mal nommée. On sait aussi, particulièrement en droit public, que parfois la théorie des apparences se joue dans le nom. Je pense à l'ancien commissaire du gouvernement, devenu rapporteur public. Je pense aussi au Conseil d'État, juridiction peut-être la plus mal nommée de France, et dont la dualité fonctionnelle est régulièrement critiquée.
Donc je crois au nom qui désigne bien, mais aussi au nom qui ne crée pas trop d'ambiguïté dans la tête du justiciable et du public en général, pour utiliser un terme de droit administratif. Quel était le problème de la Cour de discipline budgétaire et financière, la fameuse CDBF? C'était justement qu'en plus d'être mal connu, son champ d'intervention était très mal identifié. Finalement, on ne retenait qu'un seul terme du nom, le terme discipline, en oubliant tout le reste, et on s'imaginait quelque chose qui ne ressemblait pas à une juridiction, encore moins à une juridiction administrative digne de ce nom, mais plutôt à quelque chose qui ressemblait à un de ces conseils de discipline ou à une de ces commissions disciplinaires que l'on rencontre dans la fonction publique. Sauf que la CDBF n'était en rien une institution disciplinaire. Cours de discipline budgétaire et financière. L'objet n'était pas la discipline tout court, mais bien la discipline budgétaire et financière, ce qui est radicalement différent, et c'est ce qui en faisait une authentique juridiction administrative et non un organe disciplinaire. Cette confusion a connu, je crois, son paroxysme en 2014 avec la décision QPC numéro 423, dans laquelle le Conseil constitutionnel qualifie la CDBF de juridiction disciplinaire spéciale, tout en indiquant que la sanction prononcée par la CDBF peut très bien se cumuler avec une sanction disciplinaire de type classique. Clairement, si on souhaite complexifier inutilement l'image de la CDBF auprès du public, on ne pouvait pas faire mieux. Et en ce sens, je crois que cette nouvelle chambre du contentieux de la Cour des comptes a le mérite de purger cette difficulté et de ne pas prolonger une confusion qui n'aidait pas à comprendre ce que faisait vraiment ou ce qu'était vraiment la CDBF. Alors, dorénavant, nous avons au sein de la Cour des comptes, juridiction de l'ordre administratif, rappelée par le traumatisant arrêt Botta au Gaja, une chambre du contentieux qui rappelle la section du contentieux du Conseil d'État, puis une cour d'appel financière, puis justement le Conseil d'État en tant que juge de cassation. Le schéma est, je crois, beaucoup plus commun, beaucoup plus clair et beaucoup plus simple à comprendre. Si historiquement l'hypothèse d'une mise en DB et le cautionnement obligatoire qui l'accompagnait ont eu pour effet de réserver les fonctions de comptable public aux seules personnes en mesure de provisionner un cautionnement suffisant sur leur patrimoine propre, et cela soit en provisionnant une somme, soit en hypothéquant un bien immobilier, à partir de 1908, la possibilité de mutualiser les cautionnements est apparue. C'est alors mis en place l'Association française de cautionnement mutuel, permettant aux comptables prenant leur fonction de constituer un cautionnement en l'absence de fortune personnelle, ce qui a considérablement démocratisé les fonctions. Avant sa disparition le 1er janvier 2023, suite au décret mettant en œuvre la RFGP, le cautionnement permettait de régler l'éventuel DB en cas de défaillance du comptable. Toutefois, ce cautionnement ne suffisait pas à couvrir l'intégralité des risques auxquels le comptable public faisait face. Si bien qu'en 1936 est apparue l'assurance mutuelle des fonctionnaires, afin de couvrir les éventuelles sanctions auxquelles le comptable pouvait faire face, et notamment le DB. Parallèlement, l'assurance permettait de couvrir les sommes non rémissibles, puisque bien que celles-ci soient fondamentalement des amendes inavouées, leur qualification de somme ne leur permettait pas de tomber sous le coup de l'interdiction d'indemnisation des amendes. Cela ne rentrait évidemment pas dans l'idée sous-jacente de la réforme de 2011, qui consistait justement à sanctionner plus efficacement le comptable, principalement lorsqu'il était personnellement, de par son comportement ou de ses agissements, responsable.
c'est deux choses. C'est-à-dire que cette garantie-là de perte pécuniaire, elle a plusieurs volets, dont rembourser les frais aussi pour assurer sa défense. Parce que c'est pas le tout, donc il faut se déplacer à Paris. Enfin voilà, donc il y a tous les frais liés à sa défense. Donc il y a la garantie de perte pécuniaire, mais il y a aussi donc la rémunération. C'est derrière parce que cette réforme a été pensée avec la notion de sanction managériale. On a dit moins d'intervention du juge et plus d'intervention de l'autorité administrative qui, de manière managériale, va sanctionner, donc faire des baisses de parts variables, voire va faire changer d'emploi au gestionnaire public. Il ne considérera pas suffisamment bon dans ces fonctions-là. Donc à partir de là, c'est ça qui est assuré. Et ces sommes-là sont bien plus importantes que l'amende qui est encourue. Alors même on dit 6 mois de rémunération, mais 6 mois de rémunération, je dis c'est vrai que quand même 6 mois de rémunération, c'est le maximum. C'est comme en matière pénale, c'est la réclusion criminelle à perpétuité. Tout le monde ne l'encourt pas. Ça dépend ce qu'on fait. Donc évidemment, la grande majorité des cas, ça ne sera pas les 6 mois de rémunération. Ça sera bien inférieur. Donc, c'est pas la sanction qui sera la plus lourde. Qui coûtera le plus cher sera donc la protection juridique, le remboursement des frais d'avocat, qui sont assez élevés. Les avocats sont tous convaincus et disent des procédures très lourdes qui prennent énormément de temps, donc elles sont coûteuses. Et derrière, donc, des sanctions managériales s'il y en a. C'est bien plus important qu'une amende. Même si l'amende, ça pique. On est bien d'accord. Enfin, de toute manière. Et elle sera bien supérieure au montant de la franchise de l'assurance. Il y avait auparavant. On est d'accord. Voilà. Mais c'est peut-être pas par là qu'il faut la regarder. Donc, de toute manière, donc voilà. Et comme elle n'est pas assurable, donc le reste est proposé. Il y a un accompagnement sur tout le reste, sauf l'amende. Il y a un principe en matière d'assurance qui est le libre choix de l'avocat par le sociétaire, enfin le client. Hein. Donc on ne peut pas imposer d'avocat. Hein, donc c'est si la personne nous demande conseil, on peut lui indiquer, on lui donner une liste ou lui dire il y a des avocats. Voilà, à vous vous choisissez qui vous voulez. Et donc, de toute manière, les règles déontologiques font que même nous, on fait qu'indemniser. On suit pas le dossier. Ce sont les avocats. On indemnisera les avocats. Il n'y a pas on va pas intervenir. On n'intervient pas dans le dossier. Donc, on indemnisera les avocats. On doit le faire aussi bien l'avocat d'une partie que de l'autre. Ce qui se passe, par exemple, déjà en termes, si vous avez une assurance auto, vous pouvez être tous les deux parties à l'accident, être chez le même assureur. Et après, vous rentrez en procès, votre assureur va vous fournir, ou vous allez choisir, mais va vous donner des avocats. Vous n'aurez pas le même avocat, de toute manière. C'est impossible. Ça, c'est interdit. Les avocats n'ont pas le droit, et nous, de toute manière, on n'intervient pas, on gère pas. On paye les avocats. On se limite à cela. Comme je vous le disais, effectivement, tout à l'heure, par rapport à cette appréhension, l'absence, le fait qu'on dit, mais vous serez mis en cause moins souvent, donc vous aurez moins à vous inquiéter. Certes, mais avant, on n'était pas seul. On avait pour la remise gracieuse et le ministre, donc finalement, l'administration qui accompagnait, et l'assureur. Maintenant, eh bien, c'est un peu les seuls. On parle d'ailleurs on parle de faute grave. Alors c'est quelque chose qui serait vraiment intimement lié à la personne, de ce qu'elle aurait pu faire, de son comportement peut-être, jugé inapproprié. En tout cas, pour les comptables, les gestionnaires publics, pour le moment, les ordonnateurs, en tant que gestionnaires publics, ne connaissent pas, mais les comptables, pour eux, ne pas avoir d'assurance, c'est un peu comme s'ils travaillaient comme sans filet, comme des trapézistes sans filet. C'est ça. Voilà. Et ce qu'ils veulent après tout, c'est s'ils font, c'est ce filet de protection. C'est pour le funambule, c'est avoir ce filin, être accroché
au cas où ça ils trébuchent, et ben parce qu'ils savent par rapport à aux façons d'être mis en cause depuis tant d'années, malgré comment dire la façon dont ils travaillent, malgré toute l'attention qu'ils peuvent porter, ils ne sont pas à l'abri de commettre des erreurs, voire des fautes. Parce que ce n'est pas uniquement la faute intentionnelle en tant que telle qui sera sanctionnée. Il a bien été dit au colloque de Bordeaux. La faute aussi non intentionnelle pourra être recherchée. Alors là, comme je vous disais auparavant, un comptable avait quasiment la certitude, avec le nombre de jugements, de passer devant le juge des comptes et d'être jugé et d'être mis en débat. À chaque fois que, de toute manière, quasiment, c'est très très rare que lorsque il y a les comptes est examinés, souvent il y avait de quoi mettre en débat. Malgré tous les contrôles qui sont faits, oui, il y avait mise en débat. Très fréquente. Ça arrivait aussi, des relax, ça c'est clair, mais souvent quand même, bon. Donc les comptables ont une appréhension du risque, ils le connaissent le risque, même s'il va être différent. J'en conviens, il va être différent, il va être moindre, mais quand même, il va être présent. Et il ne sera pas comme l'était la CDBF auparavant, parce que si on a fait une réforme pour dire qu'il y aura 10 jugements dans l'année, alors là, peut-être qu'on sera, alors dans ce cas-là, c'était peut-être pas la peine de la faire, la réforme. Autant laisser ce qu'il y avait auparavant. Donc on pense, et sincèrement, je pense de ce qu'ont dit les juges, à Bordeaux d'ailleurs, c'est qu'ils feraient davantage de ce qui se faisait auparavant devant la CDBF. Donc, à partir de là, les comptables, eux qui connaissent le juge, ils sont allés, souvent, fréquemment, on se dit, oui, c'est intéressant de s'assurer. L'ordonnateur qui, lui, n'a que la connaissance de la CDBF, c'est-à-dire que très peu, c'est-à-dire que vu le nombre d'ordonnateurs qui est bien supérieur en plus au comptable, il n'a rien à voir, les ordonnateurs sont très divers et bien supérieurs, la grande majorité n'ont même jamais entendu parler de la CDBF. Donc maintenant, on leur parle de la responsabilité du gestionnaire public. Ils se disent, mais ah oui, effectivement, qu'est-ce que c'est que ça? Mais ils ne mesurent pas encore le risque. Tout dépendra de ce qui sortira. Donc, est-ce que ça sera un collègue à eux, d'une collectivité à côté qui sera mise en cause, et à partir de là, ça commencera à parler, de voir dans quel sens. Est-ce qu'il y aura une fréquence? Il est certain que si finalement il n'y a pas de fréquence où elles sont très faibles, où elles sont proches de la CDBF, ça ne changera pas le comportement des ordonnateurs, parce qu'ils trouveront le risque trop éloigné. Et si par contre, donc, il y a une fréquence un peu plus importante, donc effectivement, ça servira d'exemple. Et à partir de là, les ordonnateurs commenceront à regarder les préconisations de la Cour des comptes, avec le risque de sclérose si c'est trop fréquent aussi. Ce sont les deux écueils de la réforme pour la Cour des comptes. Pas assez ou trop. Assurément, oui, le mécanisme en vigueur depuis le 1er janvier 2023 simplifie l'organisation de cette responsabilité par rapport à la précédente qui était éclatée entre la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables devant le juge des comptes et la responsabilité des gestionnaires publics devant la CDBF. Je crois surtout qu'il existe désormais une certaine cohérence qui était absente de l'ancien système. Le nouveau régime est en effet assis sur une philosophie unique et assez simple, celle de la répression des infractions financières par la condamnation à l'amende. Cela peut paraître assez banal finalement, mais quand on connaît les subtilités de l'ancien régime de responsabilité qui touchait les comptables publics, on constate que l'on est parti de très loin pour aboutir à un nouveau système un peu plus intelligible. Je dis un peu plus car il demeure évidemment à ce stade certaines interrogations, et non des moindres, sur des notions importantes du nouveau régime. Je pense naturellement à la faute grave, je pense également au préjudice significatif, ou encore au maniement pratique des instructions préalables de l'article L 131-5 du Code des juridictions financières et à la notion d'ordre écrit de l'article
L 131-6. Et puis, on parle de nouveau système, mais en réalité, ce nouveau système s'inspire fortement dans des volets de l'ancien, celui qui existait devant la CDBF. Et ce volet pouvait déjà attirer l'ensemble des gestionnaires publics, dont les comptables patents et les comptables de fait. Et la cohérence conduit désormais à rendre tous les gestionnaires publics, comptables y compris, justiciables d'un seul régime de responsabilité devant un unique ordre de juridiction financière, ce qui évidemment simplifie grandement les choses. Pour répondre à votre question, je pense qu'il convient de dissocier les services centraux de la DGFiP des services déconcentrés. Les services centraux pourront bien évidemment continuer à effectuer des déférés par la voie du ministre. Généralement, sous la CDBF, les services centraux, les ministres déféraient des faits qui concernaient des établissements publics placés sous la tutelle du ministre. Et une évolution est souhaitable dans le cadre du nouveau régime, puisque désormais, les chefs d'inspection ont également un pouvoir de déférer. En ce qui concerne les services déconcentrés, le pouvoir de déférer des gestionnaires publics locaux de la DGFiP est limité, puisqu'il ne peut pas concerner les ordonnateurs de l'État. On peut tout à fait imaginer que le déféré d'un gestionnaire local de la DGFiP puisse concerner un exécutif local d'une collectivité territoriale, à la suite par exemple d'un ordre de réquisition adressé à un comptable public. Dans les relations internes à la DGFiP, je pense toutefois que cette direction voudra sans doute privilégier la responsabilité managériale, voire disciplinaire de ses gestionnaires. Je pense en particulier aux relations entre un comptable public secondaire et un comptable public principal. Bien évidemment, le parquet général, s'il a connaissance de faits susceptibles d'engager la responsabilité d'un gestionnaire public de la DGFiP, il pourra toujours s'autosaisir. Seul le procureur général peut apporter une réponse à votre question. La réponse à cette question dépend bien évidemment de l'opportunité des poursuites, mais également du dialogue que le parquet général près la Cour des comptes entretient avec le parquet judiciaire. Mais je peux apporter un élément de réponse tout de même. En fait, la réponse à votre question dépend aussi de la gravité de la faute qui a été commise. Est-ce que la faute grave commise par le gestionnaire public mérite une sanction à une amende plafonnée à 6 mois de salaire, ou est-ce que la gravité de la faute mérite une sanction plus grave, comme une peine de prison avec sursis ou non? Je qualifierais le nouveau régime d'un contentieux répressif, comme d'ailleurs le contentieux répressif qui était jadis jugé par la Cour de discipline budgétaire et financière. C'est un contentieux administratif répressif comme dans le contentieux administratif général. On parle bien du contentieux répressif des contraventions de grande voirie. Pour moi, c'est un contentieux qui relève de la même nature en fait. Et par contre, je ne qualifierais pas ce contentieux d'infrapénal parce qu'on est face à une coexistence de régimes. Il y a plusieurs régimes qui coexistent, en particulier 4, le régime de responsabilité managériale, disciplinaire, financière et pénale. Par contre, est-ce que la gestion publique se pénalise? J'en ai pas vraiment le sentiment dans la mesure où j'ai pas le sentiment qu'on fait peser sur les responsables, les décideurs, les gestionnaires publics une menace permanente d'être traduits devant les tribunaux. Voilà. On pourrait dire ça si véritablement c'était le juge judiciaire qui se saisissait abondamment de ces questions. Je conteste pas du tout le droit du juge judiciaire, du juge pénal notamment, à s'intéresser à tout ce qui est gestion publique. C'est nécessaire, effectivement, qu'il intervienne dans nombreux cas. Pour autant, ça ne veut pas dire que le
régime de responsabilité financière des gestionnaires publics, enfin le nouveau régime, ait pour effet de, comme vous l'écrivez, de pénaliser la gestion publique. Je pense qu'on en est même loin. Comme vous le savez, les infractions sont très précisément déterminées, délimitées. Il y a des critères d'application qui sont assez stricts. En d'autres termes, pour être un peu provoquant sur ce sujet, le fait de gaspiller l'argent public n'est pas forcément une infraction. Je dirais, si on pouvait, j'allais dire, poursuivre, condamner, sanctionner le gestionnaire de n'importe quel établissement public parce qu'il est en déficit, ou une collectivité territoriale, là, j'accepterais de vous dire, ah oui, on est en train de pénaliser la gestion publique. Là, on vise à sanctionner des comportements qui sont tout à fait anormaux, quoi. D'ailleurs, vous avez des règles de gestion qui sont souvent précises, que de plus en plus, faut bien le dire, on allège quand même sur bien des points, pour justement avoir plus de souplesse. Enfin, moi qui ai un certain recul d'une trentaine d'années dans la juridiction financière, je vois très bien que le rapprochement qu'il peut y avoir, certaines limites, mais entre gestion publique et gestion privée. C'est-à-dire quand vous prenez un plan comptable d'un établissement public aujourd'hui, et si vous pouvez lire directement les comptes d'une entreprise commerciale. Enfin, je veux dire, vous allez vous y retrouver très aisément. Les modes de gestion sont de plus en plus assouplis, comme vous le savez. Alors après, il y a des règles du type qui sont issues des différents textes et tout ça. Mais de là à dire qu'on pénalise la gestion publique, non, je pense qu'on va même de plus en plus vers un assouplissement du mode de fonctionnement, un allègement des contrôles a priori. La disparition du contrôle du comptable, c'est typique. On peut pas dire que pour ces raisons qu'on est en train de pénaliser. Donc, franchement, c'est pas comme ça que je le vois, mais effectivement, la contrepartie de ces assouplissements, c'est d'avoir également un dispositif de contrôle, cette fois a posteriori, et là, avec le régime de la RGP, on y est tout à fait, quoi. Je veux dire, on vous allège les contrôles en amont, mais en aval, si vous avez fait des grosses bêtises, notamment des manquements des règles bien établies, il n'y a pas de raison de ne pas sanctionner. J'ai envie de dire, c'est pas différent du contrôle qui peut exister a posteriori également sur le dirigeant d'une entreprise, ou je ne sais quoi, ou un commerçant, un artisan qui s'il fraude le fisc, s'il ne tient pas correctement sa comptabilité à un point que l'administration ne peut pas effectuer les contrôles qu'elle doit faire, ou qui méconnaît le droit du travail, enfin que sais-je, ça risque de se terminer mal. Donc on est un peu dans le même contexte. Il n'y a pas de liberté sans règles, quoi. Je veux dire, il faut des règles du jeu dans tous les domaines, que ce soit sur les marchés privés ou que ce soit dans l'action publique. Voilà. Puis par ailleurs, il ne faut jamais oublier aussi un élément extrêmement important, c'est que un commerçant, un chef d'entreprise, il joue avec, j'allais dire, la situation peut-être de ses salariés, de ses co-contractants, mais aussi surtout avec son argent, son patrimoine. Dans le secteur public, c'est pas pareil. On est en train on joue, entre guillemets, avec les deniers publics, la contribution des citoyens qui s'appelle l'impôt, enfin, et le patrimoine public. Donc, j'imagine difficilement qu'il n'y ait pas des règles, en plus des règles spécifiques, qui protègent ces situations. Oui, alors, c'est vrai que les textes ne sont pas clairs, et d'ailleurs, votre question m'a amené d'ailleurs à revoir précisément l'articulation du Code des juridictions financières dans sa version actuelle. Et en fait, j'ai constaté que dans les dispositions, j'allais dire, transitoires, en quelque sorte, il y a, dans tous les différents chapitres qui concernent les différents territoires d'outre-mer qui sont subdivisés au sein du CJF, comme vous l'avez dit, on distingue les régimes de Wallis-et-Futuna, de la Polynésie, de la Nouvelle-Calédonie, etc. On a systématiquement rajouté à certains titres qui jusque-là, c'est toujours la sous-section 1 des missions de chaque type de chambre territoriale,
il y avait une sous-section 1 qui s'appelait jugement des comptes. Et l'ordonnance a systématiquement ajouté au terme jugement des comptes et des gestionnaires publics. Alors, c'est vrai que quand on développe et qu'on regarde les 4 ou 5 articles, selon le cas, qui se trouvent dans ces sous-sections 1, qui se répètent dans les différents types de collectivités d'outre-mer, on ne trouve que des dispositions sur l'ancienne RPP et sur la production des comptes et tout ça. Il semble donc que les auteurs du texte ont voulu, et ainsi en affirmant, en introduisant, j'allais dire, cette modification de l'intitulé de certaines sous-sections du Code des juridictions financières, rendre applicable la responsabilité financière des gestionnaires publics, donc le nouveau régime, y compris dans les territoires d'outre-mer. Je dois avouer que le procédé me semble un peu léger et cavalier, et peut-être que ça suscitera certaines difficultés. Enfin, force est de constater qu'aujourd'hui, on se trouve dans un système qui n'est pas sans rappeler le système antérieur où, parallèlement à la RPP, existait la Cour de discipline budgétaire et financière. Pour ces territoires, on va se retrouver avec un maintien en vigueur temporaire, probablement, de la RPP, et parallèlement, la possibilité de l'application du nouveau régime, sachant que maintenant, c'est un contentieux national. Donc, peu importe où les faits ont été commis, j'ai envie de dire, ce sera la Cour des comptes qui va être amenée à se prononcer, à les examiner, à se prononcer à ce sujet. Donc voilà, je pense qu'on s'oriente probablement vers ce dispositif-là. C'est vrai que la manière dont ça a été fait dans le Code des juridictions financières est un peu inhabituelle, il faut bien le dire. Oui, alors sur le nouvel régime, bon, il y a eu beaucoup de discussions, c'est une période, moi je suis très heureux, vraiment très heureux, ça c'est les hasards de l'histoire, d'avoir pu vivre, en étant premier avocat général, cette réforme, qui était un vrai serpent de mer, on en parlait depuis 20 ans, 30 ans, etc. Et elle a abouti tout récemment, et j'ai pu vivre ça de l'intérieur, et c'était vraiment passionnant. Parce que sincèrement, on n'était pas dans une situation satisfaisante. La responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables, bon, on faisait notre office, mais c'était pas vraiment satisfaisant, bon, pour toute une série de raisons sur lesquelles je reviens pas. Et la CDBF, bon, elle vivotait, elle aurait pu donner plus, mais bon, les conditions n'étaient pas réunies. Et pour moi, la mise en place de nouveaux régimes, avec certes les insuffisances qui vont peut être soulignées par la doctrine, y compris à l'intérieur de la maison, etc. C'est quelque chose vraiment de passionnant, d'important et de stratégique pour les juridictions financières, parce que je crois profondément à l'utilité d'une justice financière spécialisée. Et il nous appartient vraiment de la faire vivre, de faire vivre ce nouveau régime, y compris d'ailleurs, et pourquoi pas, pour montrer ses limites, mais pour essayer de l'améliorer dans le temps, mais en tout cas, en premier lieu, de démontrer toute son utilité, donc entre, je dirais, une forme d'irresponsabilité ou une responsabilité de nature disciplinaire dont on sait qu'elle fonctionne pas très bien, d'un côté, et de l'autre côté, je dirais, les armes lourdes de la justice pénale. Donc voilà, donc à nous d'occuper tout l'espace nécessaire, de démontrer l'utilité de ce nouveau régime, et puis d'essayer de l'améliorer pour les limites que nous rencontrerions dans un bon office du juge. Ainsi, la réforme de 2022 a permis aux juridictions financières de se rapprocher des modèles contentieux européens en unifiant leur régime de responsabilité. La suppression de la RPP a donc entraîné avec elle la fin de la mise en DB pour une amende qui sera proportionnée, la remise gracieuse et par conséquent la fin d'une certaine injustice qui résidait entre l'application d'un régime de responsabilité et les réalités du métier de comptable public, qui a parfois entraîné une sorte de déresponsabilisation des ordonnateurs. En effet, le comptable public devait supporter toutes les défaillances qui étaient commises dans la chaîne de travail, et cela même si ces dernières venaient en réalité de l'ordonnateur. De plus, cette réforme implique des conséquences sur le métier de magistrat financier, car, par exemple, sous la RPP, le système de remise gracieuse des DB était un grave facteur d'atténuation de l'office du juge et était même contraire au principe d'indépendance que partagent les juridictions,
mais également contraire vis-à-vis de l'autorité s'attachant aux décisions juridictionnelles. Néanmoins, ce n'est pas parce que la RPP a été supprimée que le métier de comptable public change ou se trouve impacté. À ce titre, le comptable public reste toujours garant de la probité et ses missions demeurent strictement fondamentales dans la sphère de l'ordre public financier. En réalité, le comptable public n'est plus qu'un justiciable parmi d'autres. Désormais, la RFGP, en tant que régime pénal ou infrapénal, qui partage une certaine autonomie entre le disciplinaire et le répressif et qui couvre l'intégralité des acteurs de la gestion publique, ce qui relevait de l'ordre de l'impossible avec le régime si particulier de la RPP qui était réservé aux seuls agents comptables. Et à ce sujet, une RPP avait même été créée pour les ordonnateurs dans les années 20, mais cette dernière s'était rapidement soldée en échec. Il convient de préciser que ce régime répressif, qui se rapproche de celui de l'ancienne branche de la CDBF, ne se fonde ni sur la recherche d'un dommage et d'une présomption de responsabilité qui lui est automatiquement rattachée, puisqu'il s'agit d'un régime libéral uniquement fondé sur la personnalisation des peines et donc sur la recherche de la responsabilité de l'individu. Autrement dit, seule la déviance venant de l'auteur de la faute est désormais réprimée. Le Code des juridictions financières, CJF, a été modifié en étoffant la liste des autorités de saisine habilitées à déférer. De plus, la liste des infractions financières du CJF a également été élargie, en regroupant 10 infractions budgétaires et comptables, par exemple avec l'apparition de la faute grave, combinée en préjudice financier significatif, ou encore avec l'octroi d'un avantage injustifié à autrui ou à soi-même, présentant un caractère direct ou indirect. D'autres infractions demeurent, comme la gestion de faits, qui permettra d'engager sans exception la responsabilité de tous les gestionnaires, et cela sans exception. Cependant, on peut se demander quel sera l'avenir de la gestion de faits au regard de l'interprétation jurisprudentielle du juge de cassation, le Conseil d'État, car à ce sujet, la valorisation est un critère retenu par ce dernier pour limiter le champ de la gestion de faits. Il avait rappelé que le simple encaissement d'une recette publique est constitutif d'une gestion de faits. Cela a suffi à rendre la gestion de faits assez marginale. Il faudra donc attendre de voir quelle grille d'analyse sera dégagée par le juge. Le passage d'un système réparateur à un système répressif et le rapprochement avec la matière pénale laissent supposer une évolution du droit applicable, notamment s'agissant du respect du principe de légalité et du principe de nécessité des peines. Cela devrait d'autant plus se faire ressentir que les rédacteurs de la réforme de 2022 font reposer une grande partie du contentieux financier à venir sur l'infraction définie à l'article L131-9 du CJF. Cette infraction générique suscite de nombreuses interrogations. Quelle définition la jurisprudence donnera-t-elle à la notion de faute grave, à celle de préjudice financier significatif? Quelle sera la position du juge sur l'existence du lien de causalité? Cela est particulièrement important, puisque les notions qui apparaissent dans l'article sont tout à fait nouvelles en droit public financier. La notion de faute grave ne peut donc pas réellement se rapprocher d'une notion déjà bien appréhendée par la Cour des comptes. La notion de préjudice grave existait bien, mais celle de préjudice financier significatif ne semble pouvoir en être une adaptation purement formelle. En effet, l'article L131-9 du CJF prévoit que, je cite, « le caractère significatif du préjudice financier est apprécié en tenant compte de son montant au regard du budget de l'entité ou du service relevant de la responsabilité du justiciable. » Le fait que le Conseil d'État demeure juge de cassation pose également d'autres interrogations, pouvant peser sur la place de l'infraction précédente au sein de la jurisprudence. Si les magistrats de la Cour des comptes affichent un certain optimisme à son égard, il convient de rappeler que les premiers traits de réponse jurisprudentielle appartiendront d'abord au Conseil d'État et que la Cour devra adapter sa jurisprudence en fonction des motivations retenues par son juge de cassation. C'est pourquoi il ne faudra certainement pas se réjouir trop vite des premiers arrêts qui seront rendus par la Cour des comptes. À ce titre, on peut rappeler combien l'opposition entre la Cour des comptes et le Conseil d'État était forte. Par ailleurs, le Conseil d'État a pu établir des théorèmes financiers afin de permettre
d'établir une grille de lecture à destination du juge financier dans l'appréciation du préjudice financier. Il est possible de penser que le Conseil d'État fera de même s'agissant du caractère significatif du préjudice financier. En effet, le CJF, incorporant une dimension arithmétique au caractère significatif, celui-ci pourrait se voir définir, au gré de la jurisprudence, comme un taux à partir duquel le préjudice deviendrait significatif. Si tel était le cas, ça poserait alors la question de la fixation de ce taux, qui pourrait entraîner des incongruités s'il était fixé trop bas, en entraînant pour les structures au budget les plus faibles un caractère significatif retenu pour des sommes qui seraient, dans l'absolu, mineures, ou une incompétence inexplicable du juge s'il était fixé trop haut, ce dernier ne pouvant retenir le caractère significatif pour un préjudice qui serait, dans l'absolu, conséquent. Il pourrait alors apparaître une distinction entre le préjudice grave et le préjudice significatif. Le premier échapperait dès lors au juge financier au profit de l'autorité hiérarchique. Dans son rapport, Jean Basser affichait le souhait d'une réforme profonde, passant par le développement d'une culture de la responsabilité managériale. Dans ce rapport, qui a surtout été une inspiration pour la réforme, il semble possible d'assister à terme à une prise en étau du juge financier entre le champ de compétences du juge pénal, compétent pour les infractions les plus graves, et l'autorité hiérarchique, compétente pour les infractions les moins graves. À ce titre, on peut noter que ce sont les juges qui ont un domaine de compétences défini, l'autorité hiérarchique étant compétente dès lors que le juge ne l'est pas. Parallèlement, cela fait peser un doute sur la responsabilité à laquelle les gestionnaires publics feront face. L'administration ayant souvent été en position de défense à l'égard de ses agents, et notamment des comptables publics. Comme en témoigne le taux de DB touché par une remise gracieuse. Je crois que ce nouveau régime de la responsabilité des gestionnaires publics, je dirais d'abord, vient constater l'obsolescence des deux régimes anciens, celui de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables et celui de la Cour de discipline budgétaire et financière. Je dirais l'un était frappé de facto de caducité parce que c'est un système à la fois très lourd, très systématique, mais qui aboutissait par les mécanismes des remises, du cautionnement, finalement, même pour un comptable condamné, à l'alléger de la responsabilité qu'il était reconnu dans un système de contrôle objectif portant sur le compte et donc portant quelquefois sur des sommes extrêmement importantes et la mise en débet d'abord du compte. Le second, c'était l'inverse, c'était au fond une juridiction de la rareté et qui, à force de juger peu d'affaires, parce que peu d'affaires étaient transmises dans des procédures qui étaient souvent très longues, aboutissait à un contentieux qui était jugé discrétionnaire, quelquefois même injuste, pour aboutir au long d'une très longue période à des condamnations ou au contraire à des non-lieux, mais d'une faible portée pour les condamnations, mais avec un impact réputationnel majeur. Donc c'était un système qui peut être perçu discrétionnaire et injuste. Le but du nouveau régime, c'est d'avoir un régime dissuasif et exemplaire, c'est-à-dire pas un contentieux de masse, mais un contentieux qui peut s'appuyer sur un nombre d'affaires suffisamment important pour que ces affaires fassent sens et viennent compenser, d'une certaine manière, pour assurer le respect du bon ordre financier public, viennent compenser l'allègement des contrôles a priori qui libèrent les gestionnaires, que ce soit les comptables ou les ordonnateurs, d'un certain nombre de contrôles formels préalables. Donc voilà, ce régime, il a pour but de renforcer le régime juridique de contrôle, mais en même temps, il en change fondamentalement l'inspiration, l'esprit, les principes, puisqu'on passe, en tout cas par rapport à ce qu'était cette responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables, responsabilité objectivement fondée sur la mise en débit du compte, à un régime répressif qui va chercher non pas simplement l'erreur, l'irrégularité, le manquement, mais
à poursuivre des infractions dans un régime répressif, infligeant des pénalités. Et le législateur, pour cela, a prévu une dizaine d'infractions par lesquelles on peut poursuivre des gestionnaires ou des fonctionnaires ou des agents publics indélicats au regard des règles de la probité, ou de sanctionner un certain nombre d'irrégularités qui ont contribué à à causer un préjudice significatif pour la caisse publique. Voilà en gros l'esprit de ce système et ses objectifs. Alors, on en est au début, donc on ne peut pas devancer l'appel et savoir comment les choses fonctionneront, se mettront en place. Moi, comme procureur général, il m'appartient d'animer l'action publique, donc de poursuivre, de procéder par des réquisitoires et ensuite des décisions de renvoi devant la chambre du contentieux. Et pour ça, j'ai besoin d'être saisi, d'abord par les chambres régionales et les chambres de la Cour, qui deviennent toutes des chambres d'instruction, déférant des affaires au parquet général, des déférés qui peuvent venir d'un certain nombre d'autorités extérieures. Et puis, on alimente ainsi, je dirais, le système, mais on l'alimente au travers d'une politique de poursuite qui doit être pensée et qui doit permettre notamment de construire une jurisprudence à partir d'une loi qui fixe des cas d'infraction très hétérogènes entre eux. Je l'ai dit, ça va des manquements à la probité, les avantages finalement accordés à soi-même ou à autrui, jusqu'à des affaires très importantes créant un préjudice significatif pour le trésor public ou pour les finances d'une collectivité ou d'un établissement. C'est un système qui très largement embrasse, puisque l'ensemble de ces justiciables, c'est bien sûr des fonctionnaires, mais ce sont des agents publics, ce sont des responsables d'entités qui sont en charge de services publics, donc possiblement aussi des entreprises publiques ou des fondations sous le contrôle de la Cour. Donc il y a une base de justiciables qui est importante. Il va falloir progressivement, entre cette dizaine de cas d'infraction, à construire une jurisprudence avec le siège, et pour ça, au départ, avoir aussi une politique de poursuite. C'est une révolution pour la Cour et pour les chambres régionales. C'est une révolution parce que c'est un nouveau régime, je l'ai dit, parce que ça aboutit à la constitution de nouvelles formations de jugement, la chambre du contentieux, la cour d'appel financière, même si on a le même juge de cassation qui reste le Conseil d'État. C'est un bouleversement pour le parquet qui, dans un régime répressif, se trouve une des parties à l'instance et qui poursuit. Et puis, c'est une modification pour le siège, à la fois dans les instructions que la Chambre du contentieux va devoir conduire pour aboutir non seulement à la qualification de l'infraction, tout manquement ne vaut pas irrégularité, ne vaut pas forcément infraction. À partir de cette infraction, pour assurer de manière certaine l'imputation de la responsabilité, l'existence de la faute grave, et in fine, selon les cas d'infraction, également le préjudice significatif. Le préjudice significatif, contrairement à ce que certains disent, n'est pas la condition absolument nécessaire. L'inexécution des décisions de justice, une gestion de fait n'implique pas un avantage accordé à soi-même, n'implique pas qu'en même temps on doive constater que l'irrégularité ou l'infraction ait créé un préjudice significatif au regard de la dépense publique. Mais voilà, il y a en revanche dans d'autres cas la nécessité que ce facteur soit apprécié. Il va appartenir au juge de voir à quoi on rapporte le préjudice. Et qu'est-ce qui fait qu'un préjudice est considéré comme significatif? Il est probable que on ne ferait pas une lecture trop
extensive de la loi, en considérant que la faute grave et le préjudice significatif doivent aussi s'apprécier par rapport au pouvoir ou à la délégation de pouvoir ou de signature qui a été donnée aux responsables mis en cause.